Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue le cours. Donc là, je vous rappelle, on s'était arrêté à la fin de la deuxième partie et vous avez la synthèse à remplir. Vous avez toujours la synthèse à remplir à la maison chez vous. Comme d'habitude, là, vous n'avez plus les mots de vocabulaire, donc c'est à vous de les trouver. On corrigera la prochaine fois en cours. Maintenant, aujourd'hui, on passe au grand 3. Donc, grand 3, les sondages modifient-ils le fonctionnement des démocraties? Grand A, l'influence des sondages sur l'opinion publique et la démocratie. Et petit 1, les sondages peuvent créer des effets d'amorçage qui influencent le débat public. Comme d'habitude, vous prenez avec vous votre dossier documentaire et la trace écrite du cours sera entièrement sur le NT et sur le site internet. Là, ce qui est important, c'est de comprendre. Donc, on va prendre ensemble le document 10 qui s'appelle l'effet d'amorçage et lisons-le ensemble. L'effet des sondages sur l'opinion publique est un thème largement débattu en sciences politiques. Les chercheurs sont parvenus à montrer que si les sondages ne suffisent pas à fabriquer de toutes pièces une opinion publique, le fait de réaliser des sondages régulièrement sur tel ou tel sujet pouvait induire un certain conditionnement dans l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. Des sondages répétés sur certaines questions vont faire penser à la population qu'il s'agit d'un thème majeur, et cela peut avoir des conséquences sur la perception par la population des dirigeants politiques. Si par exemple, lors d'une campagne électorale, les médias commandent et évoquent de nombreux sondages sur la question de l'insécurité, alors les électeurs risquent de juger les candidats par rapport à leur discours sur cette question. On considère habituellement que ce phénomène s'est produit en 2002, lors de la campagne présidentielle. De très nombreux sondages sur le sentiment d'insécurité ont été réalisés au cours de la campagne, ce qui a rendu l'opinion publique très sensible à cet enjeu. Le candidat Jacques Chirac, considéré comme plus crédible que son adversaire Lionel Jospin sur ces questions de sécurité, a donc tiré profit de cette modification de l'opinion publique, ce qui peut expliquer sa victoire finale. Alors, plusieurs questions, on va les faire dans l'ordre comme d'habitude. Première question, mais question 10, on vous demande pourquoi les sondages ne suffisent-ils pas à fabriquer de toutes pièces une opinion publique? L'idée qu'il faut bien comprendre là, c'est que ce qu'on a montré précédemment dans les limites des sondages, c'est qu'effectivement les sondages, ils peuvent influencer l'opinion publique, et surtout il faut faire attention à la façon dont ils sont rédigés, de façon si les questions sont orientées. Il faut aussi faire attention à l'interprétation qu'on en fait. Si des fois on a tendance à tirer le sens d'un sondage vers quelque chose qu'il ne dit pas vraiment, il faut aussi faire attention à la marge d'erreur. Mais une fois qu'on fait attention à tout ça, déjà si on fait appel à un institut de sondage sérieux, normalement ils sont censés faire attention à tout ça, il faut quand même garder à l'esprit qu'un sondage, il ne peut pas inventer une opinion. C'est-à-dire que si je vous interroge sur qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle question, même si j'essaie de biaiser la question, etc., il y a un moment donné où je ne vous force pas à répondre quelque chose. Vous savez ce que vous pensez. Donc le sondage, il faut quand même... Il a des pouvoirs d'influence, mais il faut quand même aussi garder ça dans des proportions, dans le sens où les sondages ne sont pas tout puissants, ils vous forcent pas à changer d'avis si vous n'avez pas envie de changer d'avis. Donc ils sont quand même un outil de mesure de l'opinion publique. Ce qui va plutôt être intéressant, c'est justement pas l'effet qu'ils vont avoir sur la création de l'opinion, enfin sur ce qu'on pense d'une question, mais plutôt l'effet qu'ils vont avoir sur en quoi cette question qu'on est en train de se poser est importante. Et c'est ce qu'on va voir dans la question suivante, question 11. Comment le recours fréquent au sondage peut-il influencer l'opinion publique? Et justement, c'est ce qu'il montre dans le texte, c'est que si on a beaucoup de sondages qui sont réalisés sur une même question, beaucoup de sondages qui sont réalisés et publiés sur une même question, eh bien, au bout d'un moment, on va commencer à se dire que cette question-là est importante, que c'est important de se la poser, que tout le monde a un avis sur cette question-là. On avait vu précédemment que par exemple, tout le monde n'a pas d'avis sur tout, et que, sur la politique allemande, par exemple, tout le monde n'a pas forcément un avis là-dessus. Mais à force de voir des sondages toujours sur un même sujet, même si c'est un sujet qui ne nous intéresse pas initialement, comme les sondages sont très présents, ça peut quand même forcer un problème dans le débat public. Et donc là, dans l'exemple du document, ils nous parlent de l'exemple de l'insécurité. Ils nous disent qu'effectivement, si on a beaucoup de sondages sur la question de l'insécurité, du coup, on va penser que c'est important. Et on pourrait penser à plein de problèmes. Souvent, chaque parti politique a un petit peu ces questions qu'il met souvent en avant. Mais si on fait beaucoup de sondages sur l'immigration, par exemple, on va commencer à penser que c'est le sujet le plus important en ce moment, et donc ça va favoriser telle ou telle partie. De la même façon, si on fait plein de sondages sur la dette publique,
ou sur telle ou telle question, ça participe à crédibiliser en fait ces questions-là. Et là, je vous parle de problèmes ou de questions, mais c'est exactement la même chose avec les individus politiques. Si je commence à faire des sondages de type pensez-vous que telle personne ou telle personne ferait un bon président de la République ou une bonne présidente de la République, même si au début, initialement, vous n'avez pas d'avis sur cette personne-là, au bout d'un moment, à force de voir tous les jours des sondages qui vous demandent ce que vous en pensez, et puis des gens qui se positionnent, ah ben oui, moi je pense qu'elle ferait une bonne présidente, ou moi non, etc. Et ben on va finir par se dire, bah oui, non, mais c'est normal, en fait, cette personne-là est légitime, elle est au moins présidentiable. D'accord ? Donc ça va pas me... Il faut bien voir l'effet d'amorçage, c'est ça, c'est que l'idée que le sondage, il va pas me faire changer d'avis sur telle ou telle personne. Par exemple, je vais pas me dire, ah non, mais telle personne, avant, j'aimais pas du tout, mais maintenant, j'adore. Par contre, me dire, avant, bah, je pensais même pas que cette personne pourrait se présenter au présidentiel, et visiblement, comme je vois des sondages partout, bah, c'est apparemment possible que cette personne se présente au présidentiel. Voilà, ça va me la faire envisager. Ensuite, questions 12 et 13, on parle d'une question de la bataille de l'opinion. On parle parfois d'une bataille de l'opinion que se livreraient les différents acteurs de la scène politique. Que peut signifier cette expression ? La bataille de l'opinion, c'est une expression qu'on utilise couramment simplement pour dire que en fait, les personnalités politiques essayent d'avoir l'opinion publique avec eux. Essayent de faire en sorte que l'opinion publique soit d'accord avec eux. Et du coup, ils vont tout faire pour essayer d'influencer l'opinion publique et de la ramener à leur position. Et ça, c'est ce qu'on demande dans la question 13, est-ce qu'il n'y a que les sondages pour mener la bataille de l'opinion ? Non, bien sûr que non, il n'y a pas que les sondages pour mener la bataille de l'opinion. En fait, tout ce qui va pouvoir influencer l'opinion publique rentre dans cette bataille de l'opinion, donc ça peut être des meetings, des manifestations, des pétitions, des prises de parole dans les médias, que ce soit au journal télévisé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des personnalités politiques qui viennent sur TikTok, sur YouTube... voilà, Jean-Luc Mélenchon, Florent Philippot sont des personnalités très présentes sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de moyens par lesquels on va essayer d'influencer l'opinion publique pour faire connaître ses idées et, en fin de compte, récolter des votes. C'est ça le but. Voilà, donc ce qu'on va retenir tout ça, donc là, il y a... je vais résumer un peu l'idée principale de ce document-là et ce qu'il faut retenir. L'utilisation des sondages n'est pas neutre et peut influencer l'opinion publique sur les questions à se poser. En effet, même si le sondage ne fabrique pas de toutes pièces l'opinion publique, il provoque un effet d'amorçage en donnant de la crédibilité à une question ou à une personnalité politique par le simple fait d'en parler. Par exemple, commander un sondage sur l'insécurité ou sur le droit à la PMA peut orienter le débat public en donnant de l'importance à une question qui n'était peut-être pas primordiale pour les individus. De la même façon, si un homme politique est de plus en plus souvent inclus dans les sondages, cela participe à construire sa crédibilité aux yeux des votants. Au passage, j'attire votre attention sur un petit point, dans les synthèses, mais dans les à retenir là à chaque fois. J'ai fait vraiment attention d'essayer de respecter au maximum la forme des paragraphes AEI que je vous demande de respecter dans les argumentations. Comme ça vous donne des exemples de à quoi ça doit ressembler un paragraphe argumenté. Donc comme vous voyez ici, dans le à retenir qu'on vient de faire, on a bien les trois phases A, E et I. Avec A, l'utilisation des sondages peut influencer l'opinion publique. Le E, j'explique en quoi ça influence, bah oui, parce que ça donne de la crédibilité. Et ensuite, j'ai deux illustrations, I1 sur les questions et I2 sur les personnalités politiques. Et donc là, j'ai une structure en A, E, I1, I2. Et c'est tout à fait possible d'avoir deux exemples pour un paragraphe AEI. On a fini pour ce petit 1, maintenant on passe au petit 2. Les sondages peuvent influencer les stratégies des acteurs politiques comme des votants. Donc là, on va passer au document suivant. J'ai plus le titre du document 11. On commence par le lire ensemble et puis on va répondre aux questions comme d'habitude. Tous les jours, un nouveau sondage est publié pour éclairer cette élection présidentielle. Tous les jours, les journalistes commentent tel décrochage, telle remontée, telle stagnation, un peu comme un commentaire sportif, comme une course de lévrier ou un marathon qui durerait 4 mois. Les sciences politiques ont bien sûr l'habitude de discourir et théoriser sur le sondage. Il est d'abord question de méthodologie, de la formulation des interrogations, de la façon de les administrer, de la marge d'erreur, de tout cet arsenal technique qui a fait dire à certains que l'opinion publique n'existe pas. Pierre Bourdieu. Mais bien vite se pose la question de l'impact éventuel des sondages et de leur publication sur le comportement des électeurs. Depuis bien longtemps, l'interrogation suivante, le sondage fait-il l'élection, surgit à chaque cours dans les amphithéâtres d'études politiques.
Au niveau des électeurs, cet effet est dévastateur pour le premier tour, voire pour la politique, car le sondage semble désormais servir de premier tour. Combien lors d'entretiens dans les travaux de type qualitatif affirment calculer leur vote au regard du second tour? Interview. Les sondages disent que c'est face à Emmanuel Macron que Le Pen est la plus faible, alors je vais voter Macron, même si au départ je voulais voter pour Hamon. Entretien d'un étudiant, 23 ans, le 26 février à Paris. Le sondage crée ce vote dit utile dès le premier tour, il l'amplifie considérablement, il le consolide, il empêche presque de faire de la politique, de faire campagne, tant il enlève aux militants et sympathisants l'espoir dans une bataille à livrer. Nous retrouvons ici l'effet bandwagon, par la stimulation d'un comportement grégaire des individus qui fait converger les électeurs vers le candidat en tête. Petit point de vocabulaire, un comportement grégaire, c'est un comportement de troupeau, un comportement moutonnier, un comportement où tout le monde va faire la même chose. Face à cet effet bandwagon, il y a son pendant nommé l'effet underdog qui consiste à secourir le perdant. Il pousse les électeurs à se mobiliser pour le candidat à la traîne dans les sondages. Cet effet peut bien sûr stimuler les électeurs d'une Marine Le Pen qui sera probablement au second tour et faire pression pour faire mentir les sondages. Ce ne serait pas la première fois. Quoi qu'il en soit, cet effet qui bénéficie pour l'instant à Emmanuel Macron est, lui, le reflet quasi exclusif d'une dynamique médiatico-sondagière. Il y en a ensuite un extrait de sondage qui a été fait en avril 2017 sur les prévisions au second tour des présidentielles, et donc qui était fait avant ce second tour-là. D'ailleurs, c'est pas exactement les résultats qu'il y avait au second tour, parce que là, on va voir que dans le résultat du sondage, on a 61% pour Macron et 39% pour Marine Le Pen. Là où dans la réalité, c'était environ 66% pour Emmanuel Macron et environ 33% pour Marine Le Pen. Alors, les questions qu'on va se poser ici, c'est question 1, pourquoi l'étudiant interrogé envisage-t-il de voter pour Emmanuel Macron au premier tour? Là, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il disait dans son interview, l'étudiant qui est interrogé, là, de 23 ans, c'est qu'initialement, il voulait voter pour Benoît Hamon, mais que finalement, il va voter pour Emmanuel Macron. Et la raison qu'il explique ça, c'est parce qu'il ne veut pas que Marine Le Pen soit élue. Du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi du coup, il ne vote pas pour Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon, c'est aussi un concurrent de Marine Le Pen. Il pourrait très bien voter contre Marine Le Pen en votant pour Benoît Hamon. Et là, la réponse à cette question vient de ce qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'il a vu dans les sondages que c'était face à Marine Le Pen, disons que c'était Emmanuel Macron qui serait le plus fort face à Marine Le Pen, que c'était Emmanuel Macron qui avait le plus de chances de réussir à faire perdre Marine Le Pen. Et du coup, ça lui a fait changer sa stratégie de vote pour essayer d'être le plus efficace possible contre Marine Le Pen, et c'est pour ça qu'il a voté pour Emmanuel Macron. Ça, c'est ce qu'on appelle le vote utile. Le fait qu'on va voter de façon stratégique, pas forcément en fonction pour le candidat auquel on aurait voulu voter au départ, pour lequel on a le plus d'affinité idéologique, mais pour le candidat où on pense que stratégiquement il a le plus de chances de réussir ou d'être élu. Et évidemment, comment on sait quel candidat a le plus de chances d'être élu? C'est grâce au sondage. Donc on voit que pour cette partie du vote, le vote utile, en fait, les sondages sont très importants, ils influencent les votants, puisque c'est à partir des sondages que les votants vont développer des stratégies de vote pour telle personne ou contre telle personne. Et évidemment, si les sondages n'étaient pas là, ils pourraient pas faire ces anticipations-là, ou ils feraient des anticipations différentes, et du coup, les résultats seraient sûrement différents. Donc il y a bien un effet du vote il y a bien un effet du sondage sur le vote des individus. Deuxième question, on vous demande quel effet a pu avoir l'effet bandwagon sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Donc l'effet bandwagon, c'est l'effet... bandwagon en anglais, ça veut dire wagon de tête. Donc c'est l'effet wagon de tête, c'est l'effet on vote pour les candidats qui sont les plus hauts dans les sondages. Là, on peut voir que Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient de fait annoncés comme les gagnants du premier tour depuis longtemps. On faisait des sondages sur le deuxième tour des présidentielles avec eux déjà avant, donc du coup ils étaient les plus hauts dans les sondages, et donc c'est eux qui ont profité le plus de l'effet bandwagon, c'est-à-dire que les gens voyant qu'ils étaient le plus haut dans les sondages se sont mis à voter pour eux en disant c'est eux qui ont le plus de chances d'être élus, et du coup entre les deux je préfère orienter celui-ci ou celle-là.
Troisième question, quel candidat a pu bénéficier d'un effet underdog lors de l'élection présidentielle? Alors l'effet underdog, c'est l'effet inverse de l'effet bandwagon, c'est quand on va voter pour quelqu'un qui n'est pas donné gagnant dans les sondages, quelqu'un qui est donné plutôt perdant ou un peu à la traîne, et justement on va décider de voter pour lui pour le faire remonter en se disant, ah bah non, il faut se mobiliser pour ce candidat ou cette candidate-là, parce qu'elle est ou il est trop bas dans les sondages. Alors, là, c'est vrai que vous n'étiez pas très grand à l'élection de 2017, il faut se rappeler un petit peu du contexte, mais a priori, l'homme politique qui a le plus bénéficié d'un effet underdog, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein, il a fait près de 20% le jour de l'élection, alors que les sondages le donnaient en dessous de ça, et surtout, c'est bien au-dessus de ce qu'il avait fait aux dernières élections en 2012, où il s'était aussi présenté, mais il avait fait un score beaucoup moins important. Donc, on peut voir qu'il a effectivement bénéficié de cet effet underdog. Question 4. Quel peut être l'effet des sondages préélectoraux sur le taux d'abstention? Ça, c'est une question intéressante sur l'abstention. Petit rappel, l'abstention, c'est le fait de ne pas aller voter. C'est quelqu'un qui s'abstient, c'est quelqu'un qui est inscrit sur les listes électorales, qui pourrait aller voter, mais qui ne va pas voter. Et en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que, comme l'effet bandwagon est fort, c'est-à-dire que les gens ont tendance à aller voter pour ceux qui sont premiers dans les sondages, bah, en règle générale, ceux qui sont effectivement premiers dans les sondages finissent effectivement par être élus. Cela dit, c'est pas forcément étonnant. Le but des sondages, normalement, c'est de mesurer l'opinion publique. Donc s'ils font bien leur boulot, bah, c'est pas étonnant qu'ils arrivent à prévoir les élections. C'est un peu d'ailleurs ce qui a fait gagner leur lettre de noblesse au sondage, c'est quand ils ont réussi à prévoir les élections présidentielles, de Gaulle notamment en 65, mais aussi de Roosevelt aux États-Unis dans les années 40. Donc c'est pas forcément étonnant que les sondages arrivent à prédire les élections présidentielles. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si les sondages arrivent tout le temps à prédire les élections présidentielles, on peut se dire que quand on voit des sondages préélectoraux et qu'on voit qu'un tel est toujours gagnant, toujours en tête, ça donne la fausse impression que l'élection est déjà jouée. En fait, que ça sert à rien d'aller voter puisque tous les sondages disent qu'un tel va gagner, donc bon, c'est déjà joué, quoi. Un tel va gagner, on le sait. Et donc du coup, ça peut avoir pour effet de démobiliser les votants, de se dire moi j'ai pas envie d'aller voter si de toute façon on sait déjà, tous les sondages donnent déjà le gagnant, donc ça sert à rien, et du coup de ne pas aller voter. Et donc l'effet que peuvent avoir les sondages préélectoraux sur le taux d'abstention, c'est de faire augmenter en fait le taux d'abstention, c'est-à-dire de faire qu'il y a plus de gens qui s'abstiennent, plus de gens qui ne vont pas voter. C'est à double tranchant, hein, puisque forcément si les gens ne vont pas voter, ça change le pourcentage de vote, et ça fait qu'il y a plein de gens qui du coup ça pourrait modifier les résultats de l'élection. C'est notamment en partie ce qui s'est passé en 2002. Alors je sais qu'en 2002, ça doit être... vous étiez sûrement pas né d'ailleurs. Mais en 2002, tout le monde pensait qu'il y aurait au deuxième tour Jacques Chirac qui était le président sortant et Lionel Jospin qui était son Premier ministre, donc un homme de droite, un homme de gauche. Et en fait, la plupart des personnes de gauche n'ont pas voté pour Lionel Jospin pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment parce qu'il y avait beaucoup de petits partis à gauche qui s'étaient présentés, et beaucoup de gens se disaient non, de toute façon c'est sûr que Lionel Jospin sera au deuxième tour, donc je voterai pour lui au deuxième tour, mais là pour l'instant je préfère aller voter pour un autre petit parti, pour les Verts, pour Christiane Taubira, ou pour des partis encore plus à gauche. Et du coup, finalement, il n'y a pas suffisamment de personnes de gauche qui ont voté pour Lionel Jospin, et Lionel Jospin n'est jamais arrivé au deuxième tour. Et c'est pour ça que en 2002 est resté un peu une date dans les élections présidentielles françaises, puisque c'est la première fois que le Front National est arrivé au deuxième tour des présidentielles, et on a eu en deuxième tour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, hein, le père de Marine Le Pen. Et donc on peut voir que, de fait, hein, les sondages peuvent avoir des effets très forts sur les résultats, et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Cinquième question, d'après vos connaissances, donnez un exemple où les sondages ont influencé les stratégies de campagne électorale sur les acteurs politiques. Alors oui, là on vient de montrer que les sondages ça pouvait avoir un effet sur les votants, mais là la question vous demande est-ce que les sondages ça peut avoir un effet sur les acteurs politiques, sur les hommes et les femmes politiques. Et ça... Tu dis bonjour ? Et ça, c'est ce que vous aviez vu notamment dans le reportage que je vous avais demandé de voir pour le DM. C'est notamment ce qui s'était passé pour le cas de la campagne
aux primaires de la droite d'Alain Juppé, où on avait vu que tous les sondages donnaient gagnant Alain Juppé, tout le monde disait que Alain Juppé allait gagner les primaires de la droite, et du coup Alain Juppé n'a pas vraiment fait campagne activement. Il a un peu considéré que c'était déjà gagné, il a fait une petite campagne, mais sans dépenser beaucoup de moyens, et ça a fait que François Fillon a été finalement élu, François Fillon du coup qui a bénéficié d'un effet underdog sur cette campagne-là, puisque justement c'est lui qui est sorti gagnant des primaires. Bon, il n'a pas gagné la présidentielle derrière, mais du coup on peut voir que ce qu'il faut retenir ici, c'est que les sondages peuvent influencer aussi bien les votants que les acteurs politiques. On a fini pour ce document-là, on va faire le petit à retenir, les éléments importants qu'il faut retenir sur ce document. À retenir, les sondages influencent les stratégies des votants comme des acteurs politiques. En effet, les individus ne votent pas seulement selon leurs opinions politiques, mais votent également en fonction de ce qu'ils croient savoir de l'opinion publique qui leur est communiquée par les sondages. On constate ainsi que les candidats en tête dans les sondages peuvent bénéficier d'un effet d'entraînement, qu'on appelle souvent le vote utile, c'est l'effet bandwagon. Parallèlement, les candidats donnés perdants peuvent aussi connaître un surplus de vote en réaction au sondage, c'est l'effet underdog. Même chose, ici, j'ai encore respecté la forme argumentative AEI, affirmer, expliquer, illustrer, et je vous invite à faire de même dans vos argumentations. Voilà, on a fini pour cette partie du cours, on va maintenant passer au grand B pour la dernière partie de ce chapitre.